Bonjour et bienvenue dans le cours de thermodynamique appliquée. Dans ce chapitre, nous allons étudier quelques cycles thermodynamiques selon lesquels des moteurs thermiques fonctionnent. Qu'est-ce qu'un moteur thermique? C'est une machine, et quand je dis machine, je sous-entends le fluide moteur. C'est ce qui m'intéresse dans cette machine. C'est pas sa carcasse, mais c'est le fluide qui est à l'intérieur. Donc c'est une machine qui va recevoir une quantité de chaleur notée QC à partir d'une source de chaleur à une température TC. Une partie de cette chaleur est transformée par la machine par un travail qui va être cédé au milieu extérieur. Ce qu'il en reste va être rejeté à une source froide notée QF, et cette source froide est à la température TF. Je rappelle ce que c'est qu'une source, on l'a déjà défini. C'est un système thermodynamique qui dans la plupart du temps est grand, très grand. Ça pourra être un milieu extérieur, un milieu ambiant, un fleuve, etc. Donc c'est un système thermodynamique qui est assez grand pour que lorsqu'il reçoit de la chaleur ou lorsqu'il donne de la chaleur, sa température ne change pas, elle reste fixe. Ça peut aussi être un four, réglé à une température. Il faut revoir le chapitre précédent, c'est juste un rappel. Donc, un moteur thermique, c'est tout simplement une machine qui transforme de l'énergie thermique en une énergie mécanique. On lui donne QC, il transforme une partie en un travail et le reste est rejeté. La machine ne peut pas tout transformer. Ça, on l'a bien vu au chapitre précédent. Il n'y a pas une machine qui puisse transformer toute l'énergie thermique en une énergie mécanique. Ça, c'est pas possible. Puisque cette transformation n'est pas parfaite, elle n'est pas totale, donc il faut un petit peu, il faut calculer le rendement thermodynamique de cette transformation. Donc au final, le moteur thermique n'invente rien, il ne ramène rien, il fait juste que transformer donc une chaleur en une énergie en une autre. Donc le rendement thermodynamique et le rapport, c'est état TH. Et le rapport, c'est le rapport du gain sur la dépense. Ce que nous avons gagné sur ce que nous avons dépensé pour obtenir ce gain-là. Ce que nous avons gagné est une énergie que nous allons utiliser, et ce que nous avons dépensé est une énergie qui nous a coûté quelque chose. Ce n'est pas une énergie gratuite. Qu'est-ce qui est utile? Ce qui est utile, c'est le travail du cycle. Le travail que nous récupérons d'une machine ou d'un moteur thermique, et donc va être utilisé. Et qu'est-ce qui est coûteux ici? C'est la quantité de chaleur QC. Le rendement, bien évidemment, est inférieur à 1. Ici, on a mis des valeurs absolues parce que le travail est négatif, QC étant positif. Donc, toute énergie, je rappelle aussi que toute énergie qui rentre dans le système, dans le moteur ou dans la machine, est comptée positivement. Tout ce qui en sort est compté négatif. Quelques remarques. Donc, un moteur thermique, c'est une machine motrice. Motrice, ça veut dire qui produit du travail. Parce qu'il y a d'autres machines qui sont réceptrices, telles que les réfrigérateurs. On va les voir par la suite. Pour l'instant, c'est des machines motrices qui produisent du travail. Et les cycles moteurs, tous les cycles moteurs vont évoluer dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire sur les graphes, que ce soit PV ou sur les diagrammes, pardon, quand vous allez tracer les cycles de ces moteurs thermiques sur les diagrammes PV ou PS, vous allez voir que ces cycles-là vont évoluer dans le sens des aiguilles d'une montre. Commençons par le premier cycle, c'est celui de Carnot. C'est le premier cycle qui a été imaginé pour qu'un moteur thermique puisse fonctionner. Ce cycle-là, c'est le cycle idéal que nous allons considérer, est formé de 4 transformations. Vous avez 2 transformations isothermes à T constante, les voici, la 2,3 et la 4,1. Là, vous avez une représentation sur le diagramme PV. Et 2 autres transformations qui sont adiabatiques.
Donc, je rappelle, une transformation adiabatique sous-entend qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Si de plus, sa transformation est adiabatique et parfaite, ça veut dire réversible, elle devient isentropique à S constant. Donc, le même cycle de Carnot sur le diagramme TS. Donc, vous avez deux isothermes, c'est des horizontales, et deux isentropiques adiabatiques réversibles qui sont des verticales. Donc, l'apport de chaleur QC dans cette machine ou de tremblement de hauteur se fait le long de la transformation de 3. Le rejet de la chaleur se fait au niveau de la transformation 4.1. Et au niveau de la transformation N2 et 3.4, il n'y a pas d'échange de chaleur. Là, on va garder le diagramme PV et nous allons appliquer le premier principe de la thermodynamique pour chacune des transformations. Nous allons commencer. La transformation 1-2. Il faut au fur et à mesure regarder les deux diagrammes. Donc, c'est une compression isentropique. Donc, sur le diagramme PV, regardez, 1-2 est une compression. La pression monte. Elle est isentropique. Sur le diagramme TS, c'est une verticale. Donc, Q égale 0. Si on écrit le premier principe de la thermodynamique, ici, les systèmes sont fermés. Donc, on va devoir écrire Wn2 plus 0, qui est la chaleur, égale delta U. Comme c'est un gaz parfait, CV delta E. Ici, le travail est supérieur à 0. Donc, le travail sur le diagramme PV, c'est la surface en dessous de la transformation 1,2. Donc, ceci étant valable pour toutes les transformations. C'est-à-dire, sur le diagramme PV, l'espace ou l'air sous la transformation, c'est le travail. La transformation 2,3. La transformation 2,3 est une détente. Regardez sur le PV, le diagramme PV, vous avez une chute de pression. Bon, c'est isotherme. Regardez, c'est une horizontale sur le diagramme TS. Donc, toujours le travail mis en jeu le long de cette transformation. Donc, c'est l'air en dessous de la transformation. La quantité de chaleur, par contre, on pourra la voir sur le diagramme TS. C'est aussi toute la surface en dessous de la transformation. Donc ici, QC, c'est un rectangle. C'est le produit des côtés de ce rectangle. C'est TC sur delta S de 3. Passons à la transformation 3,4. 3,4, c'est une détente isentropique. Toujours sur le diagramme PV, la pression chute, c'est une détente. Et sur le diagramme TS, c'est isentropique, c'est une verticale. Il n'y a pas de production donc d'entropie. Le travail, c'est la surface en dessous de la transformation 3,4. Voilà. Donc, égale delta U. Il n'y a pas de chaleur ici. Donc, W plus 0 égale delta U. Comme c'est un gaz parfait, c'est égal à CV delta T. Donc, TF moins TC. T de la source froide moins T de la source chaude. La dernière transformation est une compression isotherme. Donc, c'est la transformation 4,1. 4,1, la pression monte. Et le long de cette transformation, nous allons rejeter, le système rejette de la chaleur, QF au milieu extérieur. Le travail, c'est la surface en dessous de la transformation. Et QF sur le diagramme TS, c'est aussi l'air au-dessous de la transformation qui rejette la chaleur QF. Donc là, on a écrit le premier principe pour chaque transformation. Je rappelle que le premier principe est un bilan d'énergie. Nous allons faire la même chose pour tout le cycle. Donc, si je considère tout le cycle qui commence par exemple de 1 et il revient à 1, nous allons écrire delta U cycle égale Q cycle plus W cycle. Donc, U étant une énergie interne, donc la variation de l'énergie interne d'un cycle égale 0, parce qu'on démarre d'un point et
on atterrit au même point. Donc delta U égale par exemple U1 moins U1, c'est 0. Q cycle, quelles sont les seules chaleurs mises en jeu dans ce cycle-là? C'est QC plus QF. Donc Q cycle, c'est Q total. On va sommer, c'est une somme algébrique ici, QC plus QF, avec QC qui est positif et QF qui est négatif. Donc on pourra écrire le rendement donc, thermique ou thermodynamique du cycle, c'est le gain sur la dépense, c'est le travail du cycle sur QC. Donc, et on va remplacer le travail du cycle par moins Q cycle. Donc le moins va partir avec la valeur absolue et l'on aura donc la forme finale du rendement thermodynamique du cycle de Carnot qui est 1 moins TF sur TC. Voilà. Donc 1 moins TF sur TC. Donc, notons que le rendement du cycle ne dépend pas de la nature du fluide. Donc dans cette expression-là du rendement thermodynamique, donc ici le rendement donc, de Carnot, qui est 1 moins TF sur TC, il ne dépend pas de la nature du fluide. Il n'y a aucun paramètre qui est spécifique au fluide, c'est-à-dire il n'y a pas de gamma, il n'y a pas de CV, il n'y a pas une propriété du fluide. Donc vous mettez dans ce cycle de Carnot deux fluides différents, si TF et TC sont les mêmes, les rendements seront les mêmes. Voilà. Donc le rendement de Carnot ne dépend que de la source chaude et de la température de la source chaude et de la température de la source froide. Donc si vous voulez augmenter le rendement du cycle, il faut diminuer TF ou augmenter TC. Ou faire les deux à la fois, bien sûr. Ça va augmenter plus rapidement le rendement de Carnot. D'accord. Donc ici, vous avez, j'ai des remarques à faire. Le travail du cycle, je fais marche arrière. Le travail du cycle, c'est quoi? C'est-à-dire, le travail du cycle, c'est la somme de tous les travaux qu'on a vu ensemble. C'est W12 plus W23 plus W34 plus W41. Donc, c'est le travail du cycle. Il y a des travaux qui sont positifs, il y a des travaux qui sont négatifs. Et donc, le travail du cycle, c'est la surface du cycle dans PV. Donc, la surface du cycle dans le diagramme PV, c'est le travail du cycle. Et dans le diagramme TS, celui du dessus, la surface du cycle, c'est la chaleur. Mais comme le travail du cycle est égal à la chaleur du cycle, bien sûr en valeur absolue, les surfaces des deux cycles sont équivalentes. C'est-à-dire que la surface du rectangle, du cycle de Carnot dans le diagramme TS est égale à la surface du cycle dans le diagramme PV. Nous allons garder le cycle de Carnot dans le diagramme TS pour discuter certains points le concernant. Un moteur qui fonctionne selon un cycle de Carnot a un rendement thermique maximal. C'est-à-dire il n'y a pas un moteur thermique qui possède un rendement supérieur à celui de Carnot. Carnot, c'est la valeur maximale. Donc il a la valeur maximale. Mais il y a un problème avec ce cycle-là, c'est qu'il est compliqué à réaliser. Un moteur qui fonctionne avec un cycle de Carnot est compliqué à réaliser pour des raisons techniques. La difficulté réside au niveau de l'isotherme qui est difficile à assurer. Et donc le moteur va être encombrant, il va être très grand. Si on veut vraiment réaliser une isotherme, il faut vraiment faire appel à différents organes, etc. Donc, et le moteur finira par être très très volumineux. Ça, c'est pas bon. Donc voici les deux transformations qui causent problème et qui sont difficiles à réaliser. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moteur va être très coûteux. Donc on préfère créer des moteurs avec des rendements thermodynamiques plus faibles, mais plus simples à réaliser. Et s'ils sont plus simples à réaliser, ça veut dire qu'ils seront moins chers. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les transformations qui sont difficiles à réaliser,
dans un premier temps, vont être remplacés par des isochores. Donc, on élimine les isothermes et on va les remplacer par des isochores. Les adiabatiques ou les isentropiques ne causent pas de problème, donc elles vont être maintenues. Et voilà, voici le nouveau cycle. Voilà, je vous montre les transformations qui ont été remplacées. Ces isochores avant étaient des isothermes. Donc, on apporte dorénavant, on va apporter la chaleur QC dans la machine ou dans le moteur le long d'une isochore et on va évacuer la chaleur, on va la rejeter le long d'une isochore. Pas question qu'il y ait d'isotherme. Les adiabatiques ou les isentropiques, on les maintient, il n'y a pas de souci. Et désormais, un cycle le long duquel on apporte la chaleur le long d'une isochore s'appelle cycle Otto. Il a été créé en 1868. Donc un cycle Otto est formé de deux isochores et de deux adiabatiques. Et si la transformation est réversible, ça va être des isentropiques. Et tous les moteurs à essence fonctionnent selon le cycle. Donc voici l'allure du cycle Otto dans le diagramme PV. Nous allons voir ensemble les différentes transformations qui composent le cycle idéal d'Otto. Et c'est un cycle à 4 temps. Et il correspond au moteur à essence, c'est-à-dire que les moteurs à essence fonctionnent selon ce cycle-là. Il est composé de deux isochores, 2, 3, 4, 1. Le long de l'isochore de 3, il y a apport de chaleur QC. Et le long de l'isochore 4, 1, il y a rejet de la chaleur dans la source froide. Ce sont ces deux, je rappelle, ce sont ces deux transformations qui étaient auparavant dans le cycle de Carnot. Elles étaient isothermes et on les a substituées par d'autres transformations qui sont faisables, isochores. Et les deux adiabatiques, 1, 2, 3, 4, qui sont aussi isentropiques puisque le cycle il est idéal. Les transformations, on va considérer transformation idéale. Le cycle réel, on ne va pas le traiter cette année. Je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un temps? Un temps, c'est un déplacement entre un PMH et un PMB. Donc, PMH et PMB, ce sont des limites. Regardez, vous avez le schéma. Ça, c'est un cylindre dans lequel les transformations du cycle vont se dérouler. Il n'y a pas un seul cylindre, il y a plusieurs, selon le type du moteur. Donc, dans la plupart des moteurs que vous connaissez, il y a 4 cylindres. Et donc là, on va regarder ce qui va se passer dans un seul cylindre, dans le même cylindre. Donc, regardez, vous avez un cylindre, vous avez un piston qui va se déplacer entre deux limites. Donc, la limite supérieure s'appellera PMH, point mort haut, et la limite inférieure, c'est un PMB. Voilà, c'est tout simplement ce que c'est qu'un PMH, PMB. Donc, on reprend l'animation. Voilà. Une soupape d'admission va s'ouvrir. Le piston va descendre du point 0 au point 1, c'est-à-dire du point mort haut au point mort bas, pour admettre le mélange air-essence. Et ça, c'est le premier temps. Pourquoi? Parce qu'il correspond au déplacement du piston d'un point mort à un autre. Donc, à l'intérieur du cylindre, nous avons un mélange air-essence. C'est 0, 1. Après, 1, 2. Le piston va monter du point mort bas au point mort haut. Donc, et on va réaliser une compression isentropique sans échange de chaleur. Et ça, c'est le deuxième temps parce que cette transformation correspond au déplacement du piston d'un point mort à un autre. Maintenant, il va y avoir une bougie. Là, je ne l'ai pas représentée. Il y a une bougie qui va produire une étincelle. Et comme il y a un mélange air-essence, il va y avoir un apport de chaleur par combustion à volume constant. C'est-à-dire que pour le bref moment, tout se passe sur des millisecondes. Donc, le temps de la combustion, le piston ne va pas bouger. Et on va considérer que c'est un apport de chaleur à volume constant.
Et regardez cette transformation-là qui est isochore. Donc, la pression monte de 2 à 3. Au point 3, la pression est tellement grande ou tellement élevée que le piston va être renvoyé vers le point mort bas. Donc, les deux transformations isochore et isentropique constituent le troisième temps. Vient après le refroidissement isochore. Le piston reste maintenu au point mort bas et la quantité de chaleur est rejetée vers le milieu extérieur. Bien sûr, à cette étape-là, à partir de la combustion, il n'y a que des gaz brûlés dans le cylindre. Après, la soupape d'échappement s'ouvre, le piston monte du point mort bas au point mort haut pour évacuer les gaz brûlés vers l'extérieur. Et les deux, le refroidissement et l'échappement, constituent le quatrième temps. Donc, comme vous le voyez, donc, on démarre de 0, 1, 2, 3, 4, 1 et on revient à 0. Donc, on a créé un cycle fermé en faisant 4 allées-venues entre 4 déplacements entre les points morts hauts et les points morts bas. C'est pour cette raison que l'on appelle ce type de cycle, donc c'est des cycles à 4 temps. Il y a bien sûr des cycles à 2 temps qui ne sont pas programmés pour cette année. Donc, faisons maintenant le bilan. Voilà. Donc, on va faire le bilan de ce cycle-là et on va appliquer le premier principe pour chaque transformation. Bon, alors, attention, 0,1 n'est pas une transformation thermodynamique. Ce n'est pas une transformation thermodynamique au sens propre d'une transformation thermodynamique parce qu'il y a juste une ouverture, donc on ne fait qu'admettre qu'on ne fait que rentrer donc une certaine quantité d'air essence mélangé dans notre cylindre. Donc les paramètres thermodynamiques du mélange ne changent pas. Donc ce n'est pas une transformation thermodynamique. C'est pour ça donc il n'y a pas de bilan à appliquer. On passe à la transformation thermodynamique 1,2. C'est une compression isentropique, ça veut dire pas d'échange de chaleur. Donc, comme c'est un système fermé, on va écrire Q plus W égale delta U. C'est un gaz parfait, peut-être j'ai oublié de dire, mais le fluide à l'intérieur du cylindre, c'est un gaz parfait, comme pour le cycle de Carnot. Donc, W12 égale delta U12. Comme c'est un gaz parfait, égale CV delta 2. Ici, c'est des kilojoules par kilogramme. Il n'y a pas la masse parce qu'on fait un bilan par unité de matière. Le travail W12 correspond à la surface entre l'axe des volumes et la transformation 1,2. Ça, on l'a vu avec le cycle Carnot. Ce n'est pas la peine de reprendre ici les représentations. La transformation 2,3. 2,3, c'est un apport de chaleur à volume constant. Donc, W plus Q égale delta U. Donc, il n'y a pas de travail parce que le travail dans un système fermé isochore est nul. C'est-à-dire moins l'intégrale de P dV égale 0. Il n'y a pas de changement de volume. D'ailleurs, il n'y a aucune surface en dessous de la transformation de 3. Donc, égale delta U, c'est un gaz parfait, CV delta T. La transformation 3,4, c'est une détente isentropique. Q égale 0. Donc, le travail égale delta E, CV delta T. La dernière transformation thermodynamique 4.1, qui est un refroidissement à isochore. Donc, comme c'est isochore, il n'y a pas de travail mis en jeu. QF égale delta U, et delta U pour les gaz parfaits égale CV delta T. Et la dernière étape, qui n'est pas une transformation thermodynamique, c'est l'échappement des gaz brûlés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bilan. Ce ne sont pas des transformations thermodynamiques. Il n'y a aucune mise en jeu d'énergie, c'est-à-dire entre le milieu extérieur et le fluide. On le fait juste transporter d'un milieu à un autre. Donc on va écrire le premier principe pour le cycle.
delta U cycle égale Q cycle plus W cycle. Donc, comme c'est un système fermé, enfin comme le cycle est fermé, donc delta U égale 0. Quelles sont les énergies mises en jeu ici? C'est toujours, il n'y a que QC et que QF. Il n'y a pas une autre chaleur. Et bien sûr, le travail, c'est la somme de tous les travaux. Donc, de 1 à 2 et de 3 à 4. Entre 2 et 3, 4 et 1, il n'y a pas de travail. Définition, donc, on applique la définition du rendement. C'est le gain sur la dépense. Qu'est-ce que nous avons gagné? C'est le travail du cycle. Qu'est-ce que nous avons dépensé? C'est la quantité de chaleur QC. Bien sûr, donc 1 plus QF sur QC, c'est un peu une définition qui est généralisée pour tous les moteurs thermiques. Hein. C'est ce qui vient après cette écriture-là, c'est ce qui vient après 1 plus QF sur QC qui va changer d'un cycle à un autre. Et vous allez bien le remarquer que pour tous les moteurs thermiques, pour toutes les machines motrices, c'est-à-dire les machines qui donnent du travail au milieu extérieur, le rendement c'est toujours 1 plus quantité de chaleur rejetée dans le milieu extérieur sur QC. Bien sûr, ce qui vient après va changer. Ça dépend du type de cycle. Donc ici, nous allons remplacer QF et QC par les expressions données en dessus. Et voilà, on aboutit à une forme du rendement de Otto qui est 1 moins A à la puissance 1 moins gamma. A, c'est le taux de compression. C'est un paramètre de construction du moteur. C'est le rapport du volume V1 sur V2 ou bien V4 sur V3. Et gamma, c'est la constante adiabatique. C'est CP sur CP. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, le rendement du cycle Otto dépend donc de deux paramètres. Il y a un paramètre de construction et un paramètre qui est lié à la nature du fluide. Donc, si vous voulez augmenter le rendement du cycle Otto, donc il faut augmenter gamma. Il faut choisir un fluide dont le gamma est plus grand et construire un moteur dont le rapport ou dont le taux de compression, dont le V1 sur V2 donc, est beaucoup plus grand. Donc ici sur le diagramme, vous avez le rendement thermique ou thermodynamique du cycle Otto en fonction du taux de compression et pour différents types de fluides, différentes valeurs de gamma. Et on voit bien, donc, voilà ce qu'on vient d'écrire, que le rendement augmente avec A et augmente avec gamma. Et pour l'ensemble des moteurs à essence, voici l'intervalle typique des valeurs, c'est-à-dire le A. Ici, quand on a représenté A qui varie de 1 jusqu'à qui dépasse 12, ça c'est d'un point de vue mathématique. Mais typiquement en réalité, le rapport le taux de compression A, il est entre 7 et 10. Voilà, ça c'est pour les moteurs à essence ou les cycles Otto selon lesquels fonctionne un moteur à essence. Donc, nous allons passer à un autre deuxième type donc, de cycle, c'est le cycle diesel. C'est aussi un cycle à 4 temps. Celui que nous allons voir, c'est un cycle à 4 temps. Et ce cycle-là fait fonctionner les moteurs diesel. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui change par rapport au cycle Otto? C'est qu'il n'y a plus un apport de chaleur le long d'une isocore, mais le long d'une isobarre. On apporte QC le long d'une horizontale, d'une isobarre, et on rejette la chaleur le long d'une isocore, comme pour le cycle Otto. Les isentropiques, elles sont toujours là. Donc, nous avons une isobarre, une isocore, et nous avons deux adiabatiques. Voilà comment ça se passe. On a ouverture de la soupape d'admission. Le piston descend du point mort haut au point mort bas. Et là, contrairement au cycle Otto, il y a seulement admission de l'air. C'est le premier temps.
Pourquoi? Parce que le piston s'est déplacé d'un point mort à un autre. Nous allons comprimer l'air seul. C'est le deuxième temps. Après, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons injecter le gasoil. Là, il n'y a pas de bougie. Dans les cycles ou dans les moteurs diesel, nous avons des injecteurs. On injecte le combustible. Donc, il va y avoir un apport de chaleur à pression constante. Donc, si le piston se déplace, il n'arrivera pas au point mort bas. Donc, il va se déplacer sur une certaine distance et le long de la transformation de 3, on va considérer que la pression est constante. Après, le piston, hop, et va être donc un petit peu renvoyé rapidement vers le point mort bas. Et là, de 3 à 4, on va considérer que c'est une détente isentropique. Et l'ensemble de ces deux transformations, apport de chaleur isobare, bien sûr par combustion, et détente isentropique, vont former le troisième temps. La suite, le piston va être maintenu au niveau du point mort bas. Il y aura un refroidissement isochore. La soupape d'échappement va s'ouvrir, le piston va monter du point mort bas au point mort haut et les gaz d'échappement, les gaz brûlés vont être rejetés dans l'atmosphère. Et ces deux étapes-là, refroidissement et échappement, vont constituer le quatrième temps. Et rappelons toujours que l'admission et l'échappement ne sont pas des transformations thermodynamiques. Faisons le bilan énergétique de ce cycle. Donc on va appliquer le premier principe de la thermodynamique pour chaque transformation. On va commencer par la transformation 1,2. C'est une compression isentropique, pas d'échange de chaleur le long de cette transformation. Donc W plus 0 égale delta U. Comme c'est un gaz parfait, delta U égale CV delta T. Donc ici on comprime de l'air, je le rappelle seulement. La transformation 2,3, c'est le long de laquelle il y a apport de chaleur dans le système à pression constante. Donc le travail de 3 égale moins P delta V. Si on applique le premier principe, on écrit QC plus W de 3 égale delta U. Si on regroupe delta U avec le travail, on aura le delta H. C'est pour ça qu'on écrit la chaleur égale la variation de l'enthalpie. Comme c'est un gaz parfait, la variation de l'enthalpie égale Cp delta T. La transformation 3,4, qui est une détente isentropique, pas de chaleur, et le travail égale directement la variation de l'énergie interne le long de cette transformation. Comme c'est un gaz parfait, delta U égale Cv delta T. La dernière transformation qui est le refroidissement isochore. Le long de cette transformation, le système rejette de la chaleur au milieu extérieur. Et donc, QF plus 0. Ici, il n'y a pas de travail de force de pression. QF égale directement delta U, comme c'est un gaz parfait, delta U égale Cv delta T. Si on applique le premier principe pour l'ensemble du cycle, on aura delta U du cycle égale 0, parce que U est une fonction d'état, et comme le cycle est fermé, donc U initial égale U final, égale Q cycle plus le travail. Ici, nous avons deux quantités de chaleur QC, QF, et pour le travail, nous avons W12, nous avons W23, W34, et c'est tout. W41 égale 0. Bien sûr, certains travaux sont positifs, d'autres sont négatifs, mais l'ensemble, la somme ou le travail du cycle est négatif puisqu'il sort du système. On applique la définition ou la définition du rendement, c'est le gain sur la dépense. Donc regardez, tout à l'heure j'ai dit que jusqu'à le rendement égal, jusqu'à l'expression 1 plus QF sur QC, elle est commune, cette définition est commune pour tous les moteurs thermiques. Ce qui vient après est différent. Donc ici, si on remplace QF et QC donc par ces expressions-là,
Et si on tient compte de certaines relations qui se trouvent dans le document PDF, je ne les ai pas notées ici, on aura l'expression du rendement qui est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on a vu avant. Et donc là, on a trois paramètres. Nous avons le A, qu'on a déjà vu, qui est le taux de compression, et le B, qui est le taux d'injection. C'est le rapport V3 sur V2. Et gamma, qui est la constante adiabatique donc du gaz. Et donc, si on veut augmenter le rendement d'un cycle diesel, il faut augmenter A, ça on l'a déjà vu, mais diminuer B. Voilà. Donc ici, sur cette figure, est représenté le rendement thermodynamique du cycle diesel en fonction du taux de compression A et du taux d'injection B. On remarque bien que le rendement augmente avec A et augmente avec la diminution de B. Les valeurs typiques de A se trouvent entre 12 et 23. Voilà. Donc le rapport, le taux de compression pour un moteur diesel est supérieur à celui d'un moteur à essence. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la première partie. Donc la deuxième partie traitera les turbines à gaz et les différentes améliorations qui les concernent. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.